Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Si par hasard, de Jean-Baptiste Destremaux. Si par hasard tout votre monde s'effondrait, partiriez-vous à l'aventure? Claire a 16 ans. Elle est en vacances dans l'Ouest américain, lorsque sa famille disparaît dans un accident. Elle échappe au drame. En plein désarroi, assommée par la culpabilité, elle décide que le hasard par lequel elle a survécu guidera désormais sa vie. De San Francisco à Tokyo, telle une âme en sursis, elle brûle les étapes de la vie, pour le meilleur et pour le pire. Au fil d'aventures heureuses ou tragiques, elle réalise peu à peu qu'elle porte en elle la force de créer son destin. Ce roman initiatique aux allures de road movie réussit le parfait équilibre entre une intrigue captivante et un style fluide. La justesse des sentiments et l'intensité du récit ne laissent au lecteur aucun moment de répit. Jean-Baptiste Destremaux a 41 ans. Son premier roman, Sonate de l'assassin, paru en 2009 aux éditions Max Milo, a obtenu la mention spéciale du prix Arsène Lupin et a été salué par la critique. Retrouvez l'auteur sur son blog http://jean-baptistedestremeaux.blogspot.com. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et broches du livre. Chapitre 1. La voiture roulait le long des serpents de bitume, chauffés par le soleil de l'Arizona. De temps en temps, un mirage apparaissait le long de la route et provoquait une exclamation bruyante du père qui conduisait gaiement, reprise avec une moue de curiosité par la mère affairée à lire son guide touristique, tandis que les adolescents, à l'arrière du véhicule, émettaient des borborigmes d'approbation sans lever la tête, désintéressés par principe. Dans cet enfer du mois d'août, la torpeur saisissait tous les êtres. Hommes et bêtes recherchaient l'ombre rare des buissons. Leur transpiration, évaporée avant même d'atteindre les couches supérieures de l'épiderme, n'empêchait pas les peaux de brûler au soleil. Les précieuses gouttes de salive sécrétées au creux des gueules de tous acabits étaient sitôt expirées, projetées en une vapeur incapable de soulager la sécheresse des lèvres et le gonflement des langues. Survivre était une épreuve de chaque instant. Les regards se voilaient d'un limbe brumeux qui éteignait leurs flammes, les membres s'affaissaient dans la position la plus propice à offrir à leurs muscles un repos provisoire, les pas étaient lents, l'air tremblait, poussé par un vent qui desséchait tout sur son passage. En dehors des véhicules qui sillonnaient les routes d'asphalte chauffées à blanc, de quelques touristes avides d'extrême qui randonnaient en suant plus d'eau qu'ils ne pouvaient emporter, le désert appartenait à la multitude silencieuse des insectes, lézards et autres animaux invisibles. Les mammifères avaient rejoint pour la journée les hauteurs plus clémentes des collines et l'ombre des canyons au creux desquels ils savaient trouver l'humidité cachée. Le territoire Navajo, majestueux, inhospitalier, offrait des horizons monumentaux aux visiteurs venus en grand nombre arpenter ces mesas. Dans la vallée la plus célèbre de l'Ouest, la famille Costello avait prévu de passer la journée, après avoir lu l'incitation alléchante donnée par le guide du routard. Monument Valley est un lieu mythique dans l'histoire du cinéma. Si l'image de ces pitons rocheux ocre-rouge a fait le tour du monde, c'est grâce aux nombreux westerns que John Ford y réalisa. Astrid et Jean-Pierre, comme des gosses, revoyaient la prisonnière du désert, la chevauchée fantastique, John Wayne sur son cheval au galop, sans réussir à partager leurs rêves avec des enfants qui n'avaient pour cette filmographie qu'un intérêt poli. Au volant du 4x4 climatisé, le père de famille sentait pousser des éperons sous ses talons. Un rien l'émerveillait. Le vol d'un condor, la rencontre avec un bison, un hogan indien, était pour lui autant d'invitations au voyage. Ce périple, qu'il avait minutieusement préparé, rognant sur ses heures de bureau, passant des heures sur Internet ou dans les guides, était démultiplié par la dimension poétique qu'il lui prêtait. Bien plus qu'un simple déplacement motorisé dans les parcs nationaux, il prenait la forme d'un pèlerinage le long de la mythique route 66, Mother Road. La matrice originelle de la conquête de l'Ouest, le chemin suivi par la famille Joad dans Les raisins de la colère, la chanson des Rolling Stones. Astrid et Jean-Pierre, exaltés par la majesté de la topographie des lieux, se sentaient devenir immenses.
Tout était grand dans ce pays. Les gens, les paysages, les villes, les véhicules, les portions au restaurant. Cette démesure appelait à la grandeur des sentiments. Cette homothétie des choses et des formes s'appliquait à leur esprit et semblait en bannir à jamais l'étroitesse et la mesquinerie. Au cœur de cet Eldorado, ils étaient poètes, aventuriers ou chercheurs d'or. Le dépaysement opérait sa magie sur leurs âmes avides de nouveautés. Dans la vie ordinaire, Jean-Pierre était conseiller en patrimoine d'une agence bancaire située dans le centre de Saint-Brieuc. Pas la ville rêvée pour trouver des millionnaires et leur proposer des investissements, surtout dans l'atmosphère de fin du monde qui régnait sur la planète. Il gagnait suffisamment bien sa vie pour pouvoir offrir à sa famille de belles vacances et des études de bonne qualité à ses petits. Astrid était une belle femme, la quarantaine, qui s'ennuyait un peu depuis que ses enfants avaient grandi et partageait avec sa fille la passion des livres. Elle s'impliquait dans diverses œuvres de bienfaisance, passait du temps à surveiller les résultats scolaires de son fils et pratiquait le yoga une fois par semaine. Maxime et Claire, contrairement à leurs parents, ne cherchaient pas à fuir le quotidien. Ce voyage était l'objet de leur curiosité, mais leur adolescence ingrate les poussait à ne pas exprimer les transports ou les spectacles de la nature, les nouveautés offertes à leurs esprits et leurs sens les plongeaient peut-être. Pour Claire et ses 16 ans, liberté était synonyme d'émancipation. Elle ne pouvait reconnaître officiellement qu'un voyage avec ses parents la satisfit. Maxime, encore à la frontière de l'innocence, ne s'était jamais demandé pourquoi formuler ses émotions diffuses et se complaisait en toute situation dans des activités qu'on disait de son âge. Jouer sur une console, lire des bandes dessinées, qui n'avaient pour effet que de l'isoler un peu plus du monde qu'on voulait lui faire comprendre. L'un et l'autre s'aimaient suffisamment. Souvent, il l'agaçait par ses enfantillages. Parfois, elle se prenait pour sa mère. L'appartement retentissait chaque jour de leurs disputes, aux grandes dames d'Astrid, qui, désirant ardemment distiller l'amour et la bonne entente au sein de son foyer, se demandait quelquefois si elle n'avait pas raté quelque chose. Mais une tendre complicité unissait la grande sœur au petit frère, dans les jeux, dans les apprentissages, dans les petites luttes qui les opposaient à leurs parents. Sous le soleil de 11 heures, la voiture avançait sur la route de Mexicanat à Cayenta. Arrivés à Monument-Valley, ils firent le tour de la piste, 28 km dans la poussière rouge, émerveillés à chaque virage, puis partirent à pied dans l'un des rares chemins autorisés pour parcourir 2 heures durant les cailloux du désert, en contournant un des monuments hauts de plusieurs centaines de mètres. L'étendue infinie où reposaient, dispersés, les vestiges d'un passé géologique tourmenté, leur donnait l'impression étrange d'être des fourmis, et qu'à tout moment pouvait survenir un géant qui les écraserait sans les voir. Portant chacun plusieurs litres d'eau, ils s'arrêtaient tous les quarts d'heure pour boire et souffler, trop exténués pour parler, rouges, le front bas, écrasés par l'imposante masse de granit qui ne daignait pas même leur offrir son ombre. Ils croisaient des cactus, des lézards, mais sans les voir, hébétés par la chaleur, gardant un peu d'énergie pour des séances contemplatives obligatoires provoquées par Jean-Pierre à intervalles réguliers. Ils déjeunèrent tardivement le long de la route de Cayenta, puis visitèrent le centre Navarro, où quelques curiosités égayèrent leur discussion. Comme ils sortaient du musée, le moment tant attendu arriva, où ils allaient rejoindre leur hôtel pour une longue séance de repos. 2 heures de lecture et de bain, dans la piscine extérieure si délicieusement fraîche. Chapitre 2. Claire. Papa vient de couper la musique, et je me suis énervé contre lui. Tout ça pour qu'on puisse admirer les cactus, le sable, les cailloux. Depuis notre arrivée aux États-Unis, il y a 2 semaines, on a roulé au moins 4000 km, et s'il y a une chose que je ne supporte plus, c'est d'avoir à regarder les paysages en silence. Une fois qu'on a compris que la pierre rouge et les canyons, c'est beau, on peut quand même passer à autre chose. Ces voyages en voiture sont le seul moment de la journée où je peux écouter de la musique, lire un roman ou écrire mon journal. Parce que le reste du temps, entre les balades par 45 degrés Celsius, les engueulades avec Max, les hamburgers trop gras bourrés de ketchup, les corvées pour vider,
puis charger la voiture au motel, après s'être levé à 6 heures du matin pour profiter de la fraîcheur, quelle galère. J'aurais dû partir avec Marie à la plage à Erquy. Ça y est, ça n'a pas raté. On s'arrête pour aller marcher. Je jette un coup d'œil dehors et touche la vitre de la Dodge, brûlante. Max me regarde au moment où je m'apprête à protester et me fait un clin d'œil. Non, papa. Pas une balade. S'il te plaît. Pitié, dit-il avant que j'aie pu en placer une. Écoutez les enfants, dit maman. On n'est pas venu aux États-Unis pour que vous restiez toute la journée dans la voiture. Venez. Le ton est fatigué. Ça se tente. Je prends la parole. Moi je reste. Je ne me sens pas bien. Ça, si tu te couchais moins tard, dit papa à son tour. Maman me dévisage, l'air un peu dubitatif. Je lui réponds par un regard appuyé, et elle n'insiste pas. Bon? Max profite de la brèche et déclare tout de go qu'il reste avec moi. Pendant que papa et maman préparent leurs sacs et les chaussures pour une petite marche d'1 heure, je sors de mon sac, et Love là, le jeu de cartes que j'ai acheté à Hollywood, et on commence une partie endiablée de 8 Américains. Papa nous a laissé la clé de la voiture, et dès qu'il est un peu éloigné, je vais mettre le contact pour activer l'air conditionné et brancher la musique. Max me bat 2 fois de suite, et je décide que j'en ai assez. Je regarde autour de nous, le parking est désert. Papa a encore choisi le chemin le plus perdu de toute la carte, pour aller observer son point de vue. Je me dis que je vais mettre à profit cette solitude providentielle pour tester les limites du système audio de notre voiture de location. Je monte le volume, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Au bout d'un moment, Max lève le nez de sa BD. « Tu veux me rendre sourd ou quoi? Allez, laisse tomber. On s'éclate un peu. Y a personne. Regarde. Non, tu veux recommencer comme notre délire à Zion. On y va? Weiss. C'était trop bien. On a ouvert les portes de la voiture. La chaleur nous est tombée dessus comme une enclume. Je suis allé chercher 2 réservoirs d'eau dans le coffre, j'ai ouvert toutes les fenêtres et mis le volume à fond la caisse. Ça déménageait. Et puis, on s'est mis à danser en s'arrosant avec les grosses bonbonnes d'eau, qui devaient bien faire 1 gallon chacune. On n'arrivait pas à s'arrêter de rire. On sautait en l'air en tournant autour de la voiture, on hurlait comme des dératés pour se faire peur et criait plus fort que la musique. On était tellement excités, on avait tellement chaud, malgré l'eau qui mouillait nos vêtements, qu'on a décidé d'enlever les t-shirts. Max était rouge comme un homard, et je ne devais pas être mal non plus en soutien-gorge à danser la tectonique. Au bout d'une 20aine de minutes, on n'en pouvait plus, et nos bidons d'eau étaient vides. On a pris chacun une canette dans la glacière du pique-nique de midi, on l'a bu dehors, et puis Max s'est mis debout sur le capot de la voiture et a commencé à danser en se trémoussant comme un malade. Il est monté sur le toit et m'a fait un signe de la main. À mon tour, je me suis hissé sur la Dodge. C'était le délire. La musique à fond, Max en haut, moi sur l'avant, lui donnant une main, recrachant mon Coca-Cola sur lui tellement je riais. J'étais comme ivre. Les heures d'ennui accumulées depuis le début du voyage s'évaporaient dans notre joie et transformaient déjà le souvenir que nous en garderions. Tout à coup, Max a glissé sur le soda renversé sous ses pieds et s'est écrasé de tout son poids vers l'avant du véhicule, en plein sur le pare-brise. Plus de peur que de mal, mais quand il s'est relevé, alors que j'allais éteindre la musique, je me suis aperçu que la vitre était fendue. Une 30aine de centimètres, côté conducteur. Impuissant, on s'est regardé, dépité, ayant perdu toute envie de rire. On s'est rhabillé calmement. On a ramassé nos saletés, essuyé la voiture, refermé la fenêtre, rallumé le moteur pour remettre la clim, et on s'est assis à l'arrière pour évaluer la situation. « On va se faire tuer » a dit Max. « Du calme. Tu vas te faire tuer, mon petit chéri. C'est quand même toi qui… » « Non mais… Si tu n'avais pas renversé ton coca sous mes pieds, je n'aurais pas glissé. On fait comme d'habitude.
OD? Exactement. Tu ne préfères pas qu'on se dénonce tous les deux? Ah non. Autant qu'un seul de nous soit puni. Bon, d'accord. On laisse le hasard décider. 1, 2, 3 tu t'accuses et 4, 5, 6 c'est moi. Oui. Mais c'est moi qui lance. Je te surveille, dis-je en souriant. Il sort un dé de la boîte de jeu, le secoue dans sa main refermée, et le cube bleuté roule sur la banquette en sky. 5. Je me résigne et replonge dans l'attrape-cœur, un roman génial, où le héros se demande à tout bout de champ ce que deviennent les canards de Central Park lorsque le lac est pris par le gel. Quand papa et maman arrivent, main dans la main, je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'ai de la chance que ces deux-là s'entendent si bien. Mais mon adoration dure peu de temps, car quand papa aperçoit la longue fissure sur le pare-brise, il pâlit et crispe la mâchoire. Les enfants, qu'est-ce que... Je prends la parole, la mort dans l'âme. C'est moi, papa. Je n'ai pas fait exprès, c'était un accident. J'imagine bien que tu n'as pas fait exprès. Maintenant, explique-moi ce que je vais raconter au loueur, moi? Ça va encore nous coûter une fortune, cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Maxime? Dit maman. C'est moi, je suis monté sur le capot et j'ai glissé. Monté sur le capot? Mais ça ne va pas, la tête? Fais papa. Tu as quel âge? Tu ne t'es pas fait mal, au moins. Demande maman. Non, ça va. Et je peux savoir ce qui t'a pris de monter sur la voiture? Vous avez recommencé comme la semaine dernière, j'ai entendu la musique du bord de la falaise. Je n'ai même pas osé imaginer que c'était vous. C'était moi. Je suis désolé. Voilà. En tout cas, tu ne t'en sortiras pas comme ça, continue papa. Tu es privé d'activité aujourd'hui, et de piscine ce soir. Papa, s'il te plaît. Je proteste pour la forme, en tâchant de me souvenir ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui. Pas la balade en bateau sur le lac. Pas les casinos de Las Vegas. La piscine, par contre, c'est plus ennuyeux. Il y en a souvent dans les motels que nous traversons, et nous y passons, Max et moi, des heures tous les soirs. Tu vas rater un des clous de notre séjour. Le canyon de l'Antilope. Mince. Ce n'est pas que j'aime particulièrement les canyons, mais celui-là, c'est le coup de cœur du guide touristique que j'ai parcouru hier. Comme une grotte souterraine, à l'abri de la lumière et de la chaleur, de l'escalade, de la spéléologie. Recommandé pour les jeunes. Non, pas celui-là. Tous les autres, mais pas celui-là. J'ai vraiment envie de le voir. Tu l'as cherché, Claire? Je suis désolé, mais c'est comme ça. Papa n'a pas l'air du tout désolé en disant ça. Maman le regarde du coin de l'œil et lui pose la main sur la cuisse pour essayer de l'infléchir. Visiblement, rien à faire. Il grommelle quelques phrases incompréhensibles, puis conclut. Bon, maintenant, trouvons un endroit pour pique-niquer. Je passerai au garage ce soir après la visite, sur la route de l'hôtel. Et cet après-midi, Claire nous attendra dans la voiture. Sans faire de bêtises cette fois. Papa. Je n'ai plus 8 ans. Par moments, on se demande. On a roulé encore 1 heure. Puis on est arrivé au lac Powell, où on s'est baigné, avant de manger les légumes et les sandwichs achetés au General Store le matin. Les parents se sont détendus après le bain, et pendant le déjeuner, l'ambiance était cool. Max a raconté des histoires belges qu'il avait apprises au collège, et ça nous a tous fait rire, papa le premier. Après, j'ai expliqué comment Marie et moi avions décidé de baptiser notre groupe à la rentrée prochaine, les Chippies. Max est très énervant la plupart du temps, mais quelquefois il est sympa. Il a 12 ans et moi 16. Je suis en seconde dans un lycée de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Je suis blonde, je mesure 1,72 mètres, et d'après tout le monde j'ai un sacré caractère. D'habitude, je m'entends bien avec mes parents, mais depuis quelques mois, ils me gonflent carrément. Je ne sais pas si c'est eux ou moi, mais l'ambiance à la maison, il y a des jours où je n'arrive plus à supporter, alors je vais m'enfermer dans ma chambre, j'allume la musique,
et je me mets au clavier de mon ordinateur pour aller chatter avec Marie, qui est ma meilleure amie. Je suis une élève plutôt moyenne, à ce que disent mes profs, paresseuse, dirait ma mère, paresseuse au bon sens du terme, a l'habitude de dire papa. Ce qui signifie que je cherche à minimiser l'effort à accomplir dans les tâches ou devoirs qui me sont confiés. Pas mal vu. J'ai appris l'anglais en première langue et le japonais depuis la 4e. Je ne suis pas l'ennemi des mathématiques, mais me destine plutôt aux matières littéraires, par goût. Papa dit que je ferai une bonne économiste. Ce qu'il ne faut pas entendre. Moi, je me satisfais de notes moyennes, pourvu qu'il me reste du temps libre pour lire et faire de la musique. Lire. Pas une de mes amies du lycée ne peut avaler autant de bouquins que moi. Je suis une véritable boulimique des romans. Éclectique en diable, rien ne m'échappe, tout me passionne. De Voltaire à Chuck Palahniuk, de Cervantes à Isabelle Allende, en passant par Zola, Mirbeau, Asimov, Tolkien ou Rowling, je vis dans un monde parallèle peuplé de héros et d'héroïnes. La grande phrase de mes parents, c'est « Mais Claire, il n'y a pas que les livres. Tu pourrais t'intéresser un peu au monde qui t'entoure. » Et je dois dire que ce voyage leur donne un peu raison. Pourquoi est-ce que je préfère lire un roman sur le Grand Ouest américain, plutôt que m'y promener? Ça reste un mystère pour moi. Pourquoi ce que je lis a-t-il toujours plus de saveur que ce que je vis? C'est un peu le thème des chansons qu'on écrit, Marie et moi, pour le prochain concert des Chippies. On se connaît depuis la 6e. On a beaucoup de points communs. La lecture, la chanson et la no boyfriend attitude en prime. Une certaine façon de considérer qu'on a autre chose à faire qu'aller se traîner avec des yeux de merlan frits derrière un grand boutonneux. Je suis un peu pianiste, un peu chanteuse, pas très sérieuse. Autant j'aime le calme et la concentration dans mes lectures, autant j'aime me lâcher, jouer avec mon instrument et ma voix, quand nous sommes en répétition dans le petit local du lycée que le conseiller d'éducation a bien voulu mettre à notre disposition. Pendant qu'on préparait le concert de la kermesse, on s'est payé des fous rires mémorables. Quelle rigolade! Jouer devant les autres a été une autre paire de manches. Depuis la création du groupe, on n'avait comme public que quelques amis, mon frère Max, la sœur de Marie, Julie, qui venait parfois assister à nos répétitions, et le chien de la concierge du bahut, qui traînait souvent dans le sous-sol. Mais là, se retrouver en juin dans la cour, sur une grande estrade devant 200 personnes. Quel trac, quelle excitation! Quelle énergie on y a mise! Je chantais mes propres paroles, Marie à la guitare. Assise à mon piano, je m'accompagnais, tellement prise par la musique, tellement concentrée sur ma voix, les yeux fermés, les mains courant sans partition, que je pouvais m'oublier. Les 4 chansons que j'avais écrites en anglais parlaient de rêves, d'enfance, de liberté. Des personnages imaginaires, dont nous revêtons les habits, quand nous voulons fuir. On a fini de pique-niquer, de discuter, de se baigner, et papa a dit qu'il était l'heure de partir pour la balade. Il m'a regardé par en dessous, pour vérifier mon humeur, puis s'est tourné vers maman qui lui a adressé un dernier reproche, et a haussé les épaules en disant qu'il ne pouvait pas en permanence se contredire devant ses enfants, au risque de perdre toute sa crédibilité. Je me suis résigné. Papa, je pourrais garder l'air conditionné dans la voiture en vous attendant. Oui, pas de problème, il a dit. Tu as ton livre? A demandé maman tout doucement. Pas de problème, j'ai dit furieuse. On est reparti. On a roulé jusqu'à un parking sur les hauteurs pour se garer à côté d'une petite cabane où une pancarte signalait « Lower Antelope Canyon ». Je les ai regardés se changer, se mettre de la crème solaire, prendre l'appareil photo, remplir une gourde. J'avais l'impression qu'ils jouaient une pièce, un jeu, en m'en excluant. Je me suis vautré sur la banquette arrière, mon roman à la main. Un autre livre était ouvert par terre, un guide avec des photos, ouvert juste à la page du canyon qu'ils allaient visiter. Les prises de vue étaient extraordinaires. Des jeux de lumière sur une pierre sculptée par l'eau, comme au fond d'une grotte. Je n'avais jamais rien vu de pareil. De l'extérieur, le canyon semblait une béance transperçant le sol en une longue cicatrice sinueuse qui cachait le fond de la gorge, un dédale impressionnant. J'ai levé le livre.
Je l'ai montré à Max par la lunette arrière pendant qu'il enfilait ses chaussures. Je l'ai posé sur le dossier du siège pour joindre mes mains dans une supplique silencieuse. J'envoyais des ondes à mon frère. On change s'il te plaît. Va t'accuser. Laisse-moi aller visiter cette merveille. Il m'a regardé avec un air mi-figue, mi-raisin. Le hasard a décidé, Claire. C'est le jeu. Désolé. Puis tout haut, avec un grand sourire. L'aider. Papa est arrivé, juste derrière lui. Quoi, l'aider? Qu'est-ce que tu racontes? Max a sursauté. Non, rien. Bon, vous arrêtez de manigancer dans notre dos. C'est énervant. Claire, je t'ai dit non, une bonne fois pour toutes. Alors arrête de manipuler ton petit frère pour qu'il essaie de m'amadouer. Tu restes. Point. À la ligne. À tout à l'heure. Je t'ai laissé la clé sur le contact. Et ne quitte pas le véhicule sans fermer, j'ai laissé mon sac à l'avant. Il m'a claqué la portière du coffre au nez, et je me suis retournée, furieuse, pour plonger le nez dans les photos, en jurant. Ils font chier ces nazes. Ils sont trop cons. Je ne les ai pas vus s'éloigner, et descendre dans la vallée qui menait au canyon. Je me suis replongé dans Salinger, mon iPod sur les oreilles. J'arrivais au rendez-vous en avance. Je m'assis donc dans le hall, sur une de ces banquettes de cuir près de l'horloge, et guettais les filles qui arrivaient. Beaucoup d'écoles étaient déjà en vacances, et il y avait près d'1 million de filles, assises ou debout un peu partout, qui attendaient que leur rencard veuille bien se montrer. Des filles aux jambes croisées, des filles aux jambes non croisées, des filles aux jambes terribles, des filles aux jambes moches, des filles qui avaient l'air d'être de gentilles filles, des filles qui, sans doute, étaient des chiennes pour qui les connaissait. Vrai, c'était un joli spectacle, si vous voyez ce que je veux dire. En un sens aussi, c'était comme qui dirait déprimant. Une demi-heure est passée, et j'ai levé la tête, surprise par un coup de tonnerre lointain. Le ciel était toujours bleu, le soleil brillait et cela m'a paru incongru. En regardant au loin dans les montagnes, j'ai vu un pan de ciel noir qui surplombait une barre rocheuse. L'orage grondait, le bruit était étouffé. Si ça se rapprochait, la balade risquait d'être interrompue. Mon attente serait peut-être moins longue que prévu. Je suis retourné à mes lectures et à mon écoute musicale. Dis-moi. Le spectacle n'était pas aussi mauvais que quelques autres que j'avais vus. C'était du genre merdeux pourtant. C'était sur les 500 000 ans de la vie d'un de ces couples. Ça commence quand ils sont jeunes et tout, et les parents de la fille ne veulent pas qu'elle épouse le garçon, mais elle l'épouse quand même. Ensuite, ils deviennent de plus en plus vieux. Le mari part à la guerre, et la femme a ce frère qui est un soulard. Ça n'arrivait pas à m'intéresser vraiment. Je veux dire, je ne faisais pas tellement attention quand quelqu'un de la famille mourait ou quelque chose. Ils n'étaient tous qu'une bande d'acteurs. Le mari et la femme étaient un vieux couple assez gentil, très spirituel et tout, mais ils ne parvinrent pas à m'intéresser tellement. Pour une chose, ils passèrent leur temps à boire. Quand j'ai regardé à nouveau le ciel, j'ai vu que les nuages se rapprochaient à grande vitesse du site. Il paraissait évident que la pluie allait s'abattre sur nous. J'ai hésité un instant. Devais-je courir jusqu'au canyon pour prévenir les parents et leur éviter une douche, les rejoindre avec un caouet? L'idée de m'amender aussi honorablement m'a effleuré, mais j'ai renoncé par dépit. Et tant pis pour eux, ça leur fera les pieds, ils seront trempés comme des éponges. Ça leur apprendra. Puis j'ai répété tout haut. Ils font vraiment chier ces nazes, ils sont trop cons. Et je suis retourné à ma lecture. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout, dit vieille Sally. Je commençais à la détester, en un sens. Nous avons tout le temps de faire ces choses, toutes ces choses. Je veux dire, à ta sortie du collège et tout, et si nous devions nous marier et tout. Il y aura un tas d'endroits merveilleux, où aller. Non, il n'y en aurait pas. Non, il n'y aurait pas du tout d'endroit où aller. Je recommençais à avoir un cafard du diable. Tout à coup, j'ai remarqué que le silence s'était fait. Je n'avais pas remis mes écouteurs, et plus un son ne parvenait à mes oreilles.
Il ne pleuvait pas. Le calme était presque irréel. Et puis, il y a eu un bruit au loin comme un nouveau grondement, plus fort, plus lourd, plus régulier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.